commencer. Merci de votre patience. Le temps vous se calme. Je dois d'abord me préciser que Yamina Tadjer, que je connais déjà depuis pas mal de temps, moi-même pour avoir sévi sur le Val-Ardennais pendant une vingtaine d'années, et dans les quartiers de Perpignan pendant 40 ans pratiquement, elle m'a téléphoné hier en me disant, voilà, Jean-Paul Carrère, on a un souci avec le modérateur qui n'est pas disponible, et est-ce que tu veux bien animer le débat de la réunion de demain? Bon, j'ai pas trop l'habitude d'animer des débats que je n'ai pas préparés avant, parce que j'aime bien savoir de quoi je parle, mais en l'occurrence, la laïcité, c'est quand même un sujet sur lequel les uns et les autres nous sommes penchés pas mal ces derniers temps. Et ensuite, il me semble complètement essentiel que cette question-là soit mise en évidence et soit débattue, et devienne une question publique, et qu'elle ne soit pas réglée à coup de règlements, de lois, mais que la France est un vieux pays démocratique, et il faut qu'on essaye de retrouver ce sens de la démocratie, c'est-à-dire la possibilité pour les uns ou les autres de s'exprimer sur les grands sujets, de débattre, de se permettre de ne pas être d'accord, d'échanger des points de vue, et de former petit à petit comme ça une conscience commune. Et je crois que ça, c'est un vrai service que l'association rend à Perpignan, à cette ville, dans laquelle, comme dans d'autres villes, mais qui n'est pas exempte d'intolérance, qui n'est pas exempte de rejet, qui n'est pas exempte de ces phénomènes-là, et que aborder cette question dans une période où les uns et les autres, on va bientôt avoir à faire chacun des choix qui lui appartiennent, chacun en tant qu'individu, en tant que citoyen, mais éclairer ces questions aujourd'hui, c'est une question importante. Je n'en dirai pas plus, donc c'est avec plaisir que j'ai répondu à l'invitation de Yamina Tadjer. J'espère que voilà, le fait que ce soit un peu dévoté comme ça, et ça fonctionne. En tout cas, avec Rachid, on se connaît déjà un peu, donc on a l'habitude, et avec Claude Astrolovic, bien, on apprendra à se connaître. Voilà, et bon, voilà. Alors, ça va se passer de la manière suivante. Il va y avoir deux interventions successives, celle de Claude Astrolovic et celle de Rachid ensuite, Yassine, d'un quart d'heure chacune, pour pas... C'est ce qu'on était en train de discuter, là, qu'on a pris du retard. On ne va pas non plus vous occuper trop de temps. Et ensuite, on va laisser un temps de 40-45 minutes de débat. On procédera de la manière suivante. On laissera émerger des séries de 2 ou 3 questions, et ensuite il y aura des réactions et des réponses, par des séquences comme ça. En essayant, je vous demande, si vous avez des questions ou des compléments à amener, d'essayer d'y réfléchir avant et de les faire de manière assez courte, de manière à ce qu'il y ait un nombre relativement important de personnes qui puissent s'exprimer, sachant qu'on est bien dans le sujet. Alors moi j'aurai un double rôle, Madame Tadjer a donné une double fonction. C'est d'être un peu le méchant, hein, c'est-à-dire de dire à ceux qui prennent trop de temps, alors le prenez par âge, hein, si je vous dis, à un certain moment, enfin, voilà, et ensuite de dire, bon, là la question que vous posez, elle n'est pas dans le sujet d'aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en discuter, mais aujourd'hui on est venu pour un sujet particulier, qui est quelle laïcité voulons-nous, et on se tiendra à ce sujet qui est déjà suffisamment vaste pour que nous ayons la possibilité d'échanger dessus. Si on parle dans tous les sujets, on ne saura plus de quoi on a parlé quand on quittera la soirée. Voilà, je m'arrête là. Et je laisse la parole à Claude Astrolovic. Vous ne pouvez pas me virer, je ne vais absolument pas parler de la laïcité parce que le sujet m'ennuie profondément. Et plus exactement, l'usage qu'on fait de ce mot, cette manière, comme disait le général de Gaulle, on a de sauter sur nos chaises comme des cabris en disant laïcité, 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 n'a strictement aucun intérêt. En revanche, ce qu'ont montré notamment les Sénètes, ce que montre, je ne vais pas parler aux gens de ce qu'ils disent, vous savez beaucoup mieux ce que vous vivez que moi. En revanche, la seule question est pourquoi ce qui se passe ce soir, c'est-à-dire un truc absolument scandaleux, je ne sais pas si vous avez vu, il y avait des femmes voilées, des femmes qui n'étaient pas voilées, qui chantaient et qui dansaient ensemble sur une scène, c'est rien passé. Et juste qu'il ne s'est rien passé. Et de temps en temps, les gens qui, merci Yamina, qui comme moi sont des Parisiens, et qui font les lois, ou le discours public, ou le discours politique, ce qu'on appelle l'idéologie dominante, les évidences qui forgent le débat, gagnerait à juste se promener peut-être dans des quartiers là où vivent des gens normaux. Où ça se passe à peu près bien.
Donc ma question n'est pas la laïcité, qui est un mot de débat plané, mais pourquoi est-ce que les lois, les mœurs, les sondages, les unes des journaux, les débats publics, les débats télévisés qui sont fabriqués par les élites et repris par le peuple sous forme de sondage, pourquoi ces débats, ces lois, ces mœurs, ces habitudes sont-elles en telle contradiction avec la réalité de la société française aujourd'hui? C'est-à-dire que quand on parle, c'est le sujet de musulmans ou de musulmanes, croyants, pratiquants, croyantes, pratiquantes, orthodoxes, orthopraxes, intégristes si vous voulez, croyant au point de considérer qu'il faut s'ouvrir la tête quand on est une femme. Pourquoi est-ce que quand on parle de ce sujet, les individus n'existent jamais? Il y a une masse. Lisez les articles de journaux, lisez les covers de news magazine, où il y a des grandes études sur l'islam sans un gramme de musulmans concret dedans. Pourquoi est-ce qu'un individu, c'est-à-dire compliqué, comme Madame Thatcher, dont le nom assonne avec Madame Thatcher, comme quoi on peut avoir être un leader politique femme, c'est possible. Thatcher, réfléchissez un peu. Voilà, faites gaffe, monsieur le maire. Mais sérieusement, pourquoi est-ce que on n'est jamais capable, dans ce qu'on fabrique dans les discours publics ou dans les discours médiatiques, de connaître l'existence d'une dame qui fait un travail social dans les quartiers, qui pense à un certain nombre de choses avec lesquelles je peux être d'accord, d'autres en désaccord. Il se trouve qu'elle porte un foulard sur la tête, mais elle a bossé, et elle est quelqu'un, un individu. Les dames qui chantaient, qui dansaient, qui retraçaient des scènes de la vie quotidienne, sont tantôt voilées, tantôt ne le sont pas, et ça n'a aucune espèce de fichue importance, sauf dans le discours dominant. C'est ça le sujet. La laïcité, je m'en fous. C'est une valeur magnifique, on s'en tape complètement. La laïcité est un mot qui a été sanctifié en France quand la République naissante, Troisième République naissante, devait s'installer définitivement. Et elle était menacée par des forces politiques hostiles, monarchistes, réactionnaires, bonapartistes, et pris tel tôt, la seconde s'était réglée. Il fallait aussi gérer la question des campagnes du catholicisme. Bon, très bien, ça s'appelait laïcité. C'est pas la même France. Ça, c'est un sujet. Appelons ça laïcité si on voudra, si on veut, mais c'est absolument pas la question. La question, c'est comment ce pays réussit à avancer en étant le moins con possible, très compliqué, hein, avec sa réalité humaine, sociale, diverse, complexe, bordélique, parfois conflictuelle, parce qu'aucune société multiculturelle n'est exempte de conflits. On avait connu à Perpignan, mais on en connaît un peu partout. Personne ne dit que tout se passe bien en France. Mais comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'on est tous dans la même société, dans le même pays, et que, puisqu'il s'agit de cela, les musulmans ni ne vont se démusulmaniser, ni ne vont disparaître, ni ne vont s'en aller, ni ne vont, une idée en vogue, remplacer le peuple français originel. Vous savez qu'il y a une théorie politique dite du grand remplacement, que quelqu'un d'aussi creux et médiatique qu'Éric Zemmour relaie, qui a été inventé par un écrivain qui s'appelle Renaud Camus, qui dans le temps trouvait qu'il y avait trop de juifs pour parler de littérature sur les ondes de France Culture, et qui maintenant considère également qu'il y a trop de musulmans dans la société française qui vont chasser un jour les Gaulois. Bon. Tout ceci est une imbécilité. Le vrai sujet, encore une fois, n'est pas la laïcité, mais comment échapper à l'imbécilité pernicieuse qui a contaminé tous les débats sur cette question et qui a contaminé jusqu'aux gens les plus intelligents. Le seul reproche que je ferais aux scénettes qui ont été montrées, qui illustrent une réalité, c'est qu'elles montrent des gros cons. Des espèces de caïras qui vont agresser une bonne sœur en croyant que c'est juste une femme voilée, une espèce de grosse beauf blondasse, je connais plein de blondes très sympathiques par ailleurs. C'est une peine, comme disaient les marxistes. Or, c'est pas ça du tout le sujet. Le sujet, bien évidemment, il est assez rare de voir quelqu'un en costume, cravate, ayant fait de longues études, agresser physiquement une femme voilée dans les rues. C'est parfaitement exact. De la même manière, jusqu'à ce que l'occasion se présente, il est assez rare de voir des polytechniciens organiser des rafles de juifs, mais un jour l'occasion se présente. Mais le problème n'est absolument pas
même si c'est douloureux, la violence de gens peu cultivés, ou les préjugés de gens peu cultivés. Comme une petite patronne de resto qui pense qu'elle fait respecter la laïcité en empêchant de faire voiler dîner chez elle. Pas le sujet. Le sujet, c'est ce que fabriquent les gens intelligents. Et là, on est dans un vrai sujet français. Il y avait une vieille phrase de Marx qui disait « L'antisémitisme est le socialisme des imbéciles ». Vous pourriez dire aujourd'hui que l'islamophobie, ou le refus de la réalité également musulmane de la société française, est devenue la République des crétins. Ou plus exactement, l'islamophobie, le refus de la réalité musulmane, de la part de réalité musulmane de ce pays, est devenue une idéologie qui autorise des gens intelligents, cultivés, qui ont en charge de devenir de cette société, qui sont souvent progressistes, qui croient souvent, très sincèrement, défendre les valeurs qui ont fabriqué les démocraties, la République, la France, à se comporter comme de parfaits bougnafis. Tout à l'heure, Yamina citait de manière un peu injuste et juste à la fois Elisabeth Badinter, une grande philosophe féministe, très engagée dans le combat laïque, jusqu'à dire énormément de bêtises. Il se trouve que sa phrase sur Marine Le Pen, qui serait la dernière à défendre la laïcité, elle était revenue dessus, avec moi, je l'avais interviewée. Et elle avait dit ce qu'il fallait penser, ce qu'elle disait des fachos ripostaïques. Ripostaïque est une association qui développe la haine anti-musulmane. Elle ne pensait pas cela, mais elle a fait bien des choses. Mais je reviens à cette idée. Le discours sur l'islam comme entité inassimilable à la République, le discours sur les musulmanes voilées, qui seraient forcément soumises ou des bombes à retardement, le discours sécuritaire autour du risque que constituerait n'importe quel musulman pratiquant. Je ne dis pas du tout qu'il n'y a pas des réseaux djihadistes en France, il y en a bien évidemment. Mais l'extension à l'ensemble d'une population dont on irait les individualités n'est pas portée par le lumpen, n'est pas portée par le peuple, n'est pas portée, le peuple il a bon dos, hein, est portée, conceptualisée par des gens qui ont en charge la société. Et ça c'est beaucoup plus embêtant, et ce ne sont pas des gens de l'extrême droite. Il faut comprendre que la scène française a basculé dans les années 80 du combat antiraciste, à la fin des années 80, pardon, du combat antiraciste à la peur de l'islam. Le combat antiraciste, c'était simple. Les fondateurs de SOS Racisme sont des gens dont je suis très proche. Je suis de cette génération, je suis né en 1962. Le racisme, on connaissait. C'était ces salopards qui écrasaient de vieux travailleurs immigrés arabes le long des routes de Corse, ça les amusait. C'était le personnage de Dupont-Lajoie dans un film d'Yves Boisset dans les années 70. C'était les ratonnages de Marseille en 1973, où il y a des véritables massacres de travailleurs immigrés d'origine algérienne après un fait divers et des articles incendiaires dans un grand journal qui s'appelle Le Méridional. Contre ce racisme-là, qui était meurtrier, et je vous rappelle que ce qu'on a appelé la marche des beurs et la création de SOS font suite à des crimes racistes absolument terribles au tournant des années 70-80. Contre ce racisme-là, la société française, ses élites progressistes, ses élites démocratiques, qu'elles soient de droite ou de gauche, savaient parfaitement réagir. On était contre. Et donc ça donnait des manifestations, ça donnait des pétitions, ça donnait la petite main de SOS Racisme, ça donnait des mobilisations, ça donnait des sympathies, ça donnait des réseaux de solidarité. Pas croire que la France se vit comme une république raciste. C'est absolument pas le cas. Elle ne se vit pas comme ça, son surmoi n'est pas là-dedans. Et puis, à la fin des années 80, en 1989, très intéressante cette date, 1989, le 14 juillet 1989, on fait le bicentenaire de la Révolution française dans un défilé, on est sous Mitterrand, on est donc 6 ans après la marche des beurs, 4 ans après le grand concert de SOS Racisme, toute la jeunesse de France portait la tribune antiraciste. On a eu comme défilé du 14 juillet 1989 un défilé, comme on ne disait pas encore à propos du football, black blanc beurre, mais métissé, pluriculturel. La France s'acceptait dans une diversité, y compris la France officielle. À l'époque, Mitterrand était au pouvoir,
Et des gens de droite étaient dans ce discours-là également. Et puis, patate. Et j'ai un souvenir très précis de ce moment, je vous raconte dans mon bouquin, j'étais jeune journaliste. À l'automne 1989, il y a des manifestations en Allemagne de l'Est, le communisme se prépare à tomber, je couvre ces manifestations à Leipzig parce que j'avais à l'époque une vingtaine d'étudiants et je pouvais passer les frontières. Et quand je reviens en France, croyant avoir vu un moment historique, et je l'avais vu, je me rends compte que mon malheureux pays, ma malheureuse rédaction de l'époque, mais toutes, ne s'intéressaient qu'à une chose, 3 morveuses, 3 collégiennes, portant un foulard sur la tête, dans un collège de Creil, dans le département de l'Oise. 3. Et autour de ces 3 mots, dont un principal un peu laïque, comme ils disent, laïcard, ne savait que faire, la France se met à débattre d'une manière totalement inédite, passionnée, passionnelle. 3 mots. Je vous rappelle, parce qu'on a toujours tendance à contextualiser cela. À l'époque, nous sommes en 1989, il n'y a pas eu la sale guerre en Algérie, il n'y a pas eu des villageois égorgés au nom de l'islam par le GIA, il n'y a pas eu Al-Qaïda, il n'y a pas eu le Hamas dans le conflit du Proche-Orient, il n'y a pratiquement rien eu. Il y a eu des manifestations autour du livre de Salman Rushdie, contre le livre de Salman Rushdie en Angleterre, ce qui est évidemment une erreur stratégique terrible en termes d'image. Voilà, les gens avaient ça en eux, c'est ce que j'appelle gérer les conflictualités, et tout le monde n'est pas gentil. Et fondamentalement, la grande peur du terrorisme, de se faire égorger, qui justifierait aujourd'hui pour beaucoup le préjugé anti-musulman, n'existait pas. Pourtant, en 1989, 3 gamines portent le foulard dans un collège d'un département paumé, même si sympathique de l'Oise, et ça devient un débat national. Et vous allez voir des gens qui brusquement, des intellectuels estimables, progressistes, qui ont réfléchi, dont Elisabeth Badinter, dont un monsieur qui après a beaucoup évolué, j'y reviendrai, qui s'appelle Alain Finkielkraut, dont un monsieur qui avait fait la guérilla pas loin du Tché en Amérique latine, qui s'appelle Régis Debray, pondent un texte où ils disent que si on autorise les gamines voilées à rester au collège, ce sera le Munich de l'école républicaine. Munich, c'est la révision des démocraties face à Hitler en 1938. Donc, en 1989, alors qu'il ne s'est rien passé dans le monde, pour 3 mots, des intellectuels qui ne sont pas dingues, qui deviendront peut-être, mais nous sommes en 89 encore une fois, expliquent que 3 filles voilées dans un collège paumé, c'est le début du fascisme. Et c'est la bascule. Parce que ce texte ne tombe pas de nulle part, ce texte existe, et puis il fera des petits. Je vais vous épargner la longue histoire des législations sur l'islam, des préventions, des peurs, qui aboutiront au débat surréaliste qu'on a pu avoir l'été dernier. Faut-il laisser une femme portant un foulard musulman sur la tête assister à des cours à l'université? Et on a pu débattre sérieusement de ce sujet-là. Et un ministre extrêmement républicain, le ministre de l'Intérieur, a pu considérer que c'était une idée à discuter. Et donc, ce qui se joue n'est pas du tout de l'ordre de la beaufrie, n'est pas du tout de l'ordre des brutes qui agressent une pauvre femme dans un coin, n'est pas du tout de l'ordre de l'extrême droite. Au cœur même de la quintessence de l'intelligence et du progressisme français, au cœur même de la République, on va considérer que la lutte contre l'islam religieux, visible, voyant, orthodoxe, fait partie du combat républicain. Et là, ça bascule. Contrairement au racisme qu'il fallait combattre, l'islamophobie sera au contraire une vertu républicaine pour beaucoup de gens. Et c'est le drame idéologique que nous vivons aujourd'hui. D'où vient ce drame? De beaucoup de sincérité. Les Français, la République française croit, ça a été dit, à l'égalité entre l'homme et la femme, et donc une femme voilée ne serait pas égale. Il y aura le sujet de l'antisémitisme à un moment donné, il y aura le sujet du progressisme, il y aura le sujet de l'émancipation. Et tout ceci sont des prétextes qu'on se donne en se regardant dans la glace, pendant qu'en réalité, Yamina l'a parfaitement dit, on discrimine de fait. La France est le seul pays occidental, libéral, démocratique. Je parle bien évidemment de pays de culture et de tradition comparable, où une femme, ayant fait des études mais portant foulard musulman sur la tête, ne peut pas, sauf exception heureuse, travailler. Ne peut pas. En Angleterre, des étudiants de l'école la plus brillante du pays, le London School of Economics, peuvent animer la Islamic Society, la Muslim Society, travailler avec foulard sur la tête. En France, c'est la
n'existe pas. Cela existe en Allemagne, cela existe aux Pays-Bas, ça existe. Où vous voulez, cela n'existe pas chez nous, à cause d'une exception française. Donc notre tragédie est là-dedans. Au nom de nos valeurs d'égalité, au nom du tous ensemble que devrait constituer la République, alors à un moment donné, une discrimination s'est vue pareil de toutes les vertus républicaines et embêter une femme voilée n'est plus discriminée, le discours dominant, mais c'est au contraire défendre la République dans ce qu'elle a de plus sacré. Comment est-ce qu'on débloque ça? Je n'ai pas la clé. Ce que je sais, c'est qu'on ne s'en sort pas en expliquant que cela vient des voyous, que cela vient d'extrême droite, parce que ce n'est pas le cas. Pourquoi j'ai dit au début, pas par provocation, que le mot laïcité ne m'intéressait plus? Parce qu'à un moment donné, cette idée de la défense des valeurs républicaines contre des gens qui ne rentreraient pas dans le moule a fait partie de ce qui constitue aujourd'hui la dérive vers l'identitarisme du débat politique. Qu'est-ce que l'identitarisme? C'est quand on ne débat plus sur des faits, sur des aspects techniques, sur des solutions bonnes ou mauvaises pour le pays, mais sur ce que serait le pays en lui-même. Au point de départ, la lutte contre le foulard était une lutte pour l'égalité des femmes. À mi-chemin, on n'entend plus les femmes voilées quand elles disent « mais je suis d'accord ». Parce qu'on dit « oui, mais de toute manière, la laïcité ne fonctionne pas comme ça et la République ne s'est pas construite comme ça ». À l'arrivée, on dira consubstantiellement ce qu'est la France ne supporte pas dans son paysage, dans son être même, dans son essence, l'existence en son sein de musulmans religieux. Consubstantiellement, et c'est le discours que vous entendrez petit à petit passer à droite, à cause d'apprentis sorciers qui ont transformé Nicolas Sarkozy en homme politique, d'homme politique ouvert sur la diversité sociétale, en président apeuré qui jouait sur l'identitarisme pour survivre. C'est le discours qui va transformer un parti socialiste qui était partagé sur cette question et qui préservait les valeurs de liberté individuelle en une forteresse qui monte la garde autour d'une vieille Marianne fatiguée que plus personne ne connaît vraiment, mais tout ce qu'on sait, c'est qu'elle ne peut pas être voilée. C'est ce qui va permettre, on viendra ensuite à l'extrême droite, de s'inscrire dans un consensus, entre guillemets, républicain. L'idée qu'il y aurait une identité de la France, avant une identité de la République, qu'il y aurait une norme pour que ce pays soit ce qu'il est, et en dehors de cette norme, ce pays basculerait définitivement. C'est ça ce qui nous est arrivé. Pas de racisme, même si l'islamophobie était une manière de se taper les Arabes en étant progressiste, ça ne fait jamais de mal. Mais pas cela. Principalement dans un monde qui chante à la vitesse grand V, dans lequel la France, et je participe à cela, parfois ne se retrouve plus, parce que notre langue n'est plus la langue de communication permanente, parce que ce qui était notre système de régulation sociale, notre système de régulation politique ne se retrouve pas forcément ni dans l'Europe, ni dans la mondialisation, parce que plein de choses font que ce pays, à un moment donné, ne se sent pas à l'aise dans le monde tel qu'il est. Alors il se crée également ce débat intérieur. Nous sommes adressés par le monde extérieur et à l'intérieur, nous sommes transformés. Il y a un virus, il y a un bacille, il y a un alien, comme dans le film, qui est en nous. Pour la première fois de notre histoire, des gens, dans le parcours traditionnel vers l'assimilation de la française, n'ont pas abandonné leur religion. Pire, comme aurait dit Malraux, le 21e siècle sera spirituel, ne sera pas. Des gens sont revenus vers une pratique plus orthodoxe. Il y a Nina d'ailleurs qui m'a raconté sa vie, mais il n'y a jamais que des filles, des morceaux d'individus. Mais enfin, des gens, il y en a dans toutes les religions, sont revenus vers une pratique plus stricte. C'est comme ça, c'est arrivé. Et donc, l'histoire que se racontait la France. Comme quoi, plus on était français, moins on était religieux. Plus on devenait français, plus on abandonnait ses spécificités, à un moment donné, a été dénoncé. Et, regardant ses compatriotes, frères, amis, cousins, voisins, musulmans pratiquants, à un moment donné, les élites de cette nation, ne sachant plus vers où amener ce pays, ne sachant plus l'expliquer, ont vu quelque chose qui buguait, qui ne fonctionnait pas, qui leur était antithétique. Et c'est ainsi que
Je vais en finir. Promis. Et après, c'est moi qui vais faire le mot. Et c'est ainsi qu'à un moment donné, on a vu petit à petit se créer ce consensus selon lequel, quand on embête Yamina Tadjer, on n'embête pas Yamina Tadjer, on défend la République. Quand un grand journal, Le Point, met poliment dehors un de ces journalistes avec des bonnes indemnités, moi en l'occurrence, parce qu'il a écrit un article pour dire qu'il n'y a pas de grand sujet autour du halal en France et que c'est pas dangereux, il ne se comporte pas mal envers un bon camarade, il est au contraire dans la défense de la République. Quand les médias inventent autour d'une histoire de nounou en bisbille juridique avec la directrice de sa crèche, un conte de fées, selon lequel, un conte de sorcière plutôt, selon lequel toute une banlieue de la République française, dans tous les films, serait islamisée et aurait envoyé une sœur musulmane détruire une crèche laïque, c'était faux de A à Z, je vous passerai les détails qui sont dans mon bouquin, et puis ils sont sur Internet. Mais on n'est pas en train d'inventer un conte et de mentir, on est en train de se défendre. Et donc l'idée que nous serions, nous la République, nous la France, une pauvre petite chose collective qui devrait se défendre contre un mal qui est en son sein, cette idée s'est répandue. Et une fois qu'elle s'est répandue, et une fois qu'elle a infusé dans le corps social, une fois qu'elle est devenue l'évidence et la norme des politiques qui sautent sur leur chaise en criant République, 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 laïcité, laïcité, laïcité comme des cabris, une fois que les politiques qui à Paris ne connaissent pas la société, et ça c'est un grand reproche qu'on peut leur faire, ont trouvé cette idéologie d'année, cette idéologie de rechange, cette protection intellectuelle, cette idée qu'enfin ils vont servir à quelque chose pour restaurer ce pays. Tout ceci se greffe sur un pays désespérément vieux dans sa tête, où les débats internes du Parti Socialiste se réfèrent encore au congrès d'Épinay en 71, j'avais 9 ans, où la droite pourra se prosterner dans la statue du général de Gaulle. Il est mort en 1970, j'avais 8 ans. Non, il a quitté le pouvoir en 69. Ah, je m'en prie. Je me souviens très bien du jour où le général de Gaulle a quitté le pouvoir et le jour où il est mort. Mes parents voulaient jouer au Monopoly avec moi, ils étaient tellement terrifiés que la partie a été supprimée. Excusez-moi, ça c'est un traumatisme. Mais ce pays qui passe son temps à se référer à son passé, qui pense qu'il n'est de bonheur possible que dans le temps, quand la société est bien régulière, au centre du monde, pas quand vous aviez un empire colonial, quand nous apprenions à lire aux Nègres et aux Arabes, quand le monde parlait français, ce pays qui est incapable de voir du bonheur, de la joie, ou du possible dans ce qu'il est devenu, alors ce pays a un mal absolu à admettre qu'aujourd'hui n'est pas si moche, même si c'est compliqué, et qu'aujourd'hui, y compris dans sa diversité, y compris dans sa diversité voilée, vaut la peine d'être tenté. Je ne vous ai pas parlé du coup de mon bouquin, qui est une sorte de portrait de musulmans extrêmement engagés religieusement, dont je montre, c'est une banalité, que ce sont des êtres humains avec des failles et des contradictions. Ces choses-là ne sont jamais racontées. Je vous ai parlé, j'ai essayé de dériver du sujet, simplement d'un pays qui n'accepte pas ce qu'il est devenu, et à qui on raconte qu'il ne peut pas être heureux en étant ce qu'il est. Tout le reste est littérature ou mauvaise littérature ou détail. Dernière chose, j'ai l'air de banaliser, mais les pays qui sont malheureux dans ce qu'ils sont, qui n'acceptent pas le réel et qui nient leur propre société, à un moment donné, peuvent être entre guillemets compliqués. J'en termine maintenant. Vous êtes dans une ville où chacun votera pour qui il voudra, mais vous êtes dans une ville qui est évidemment à la source au centre de beaucoup de conflits politiques, et le numéro 2 du Front National se présente en municipal dans cette ville. Il est de bon ton, pour évacuer le problème, de croire que l'islamophobie serait un sujet d'extrême droite. J'y reviens encore une fois. C'est faux. La loi sur l'interdiction du cinéma à l'école, qui a induit dans le discours sociétal plein de préjugés contre les femmes voilées, a été décidée par Jacques Chirac, qui était le plus radical socialiste politique de droite, sur l'idée de Laurent Fabius, qui était le plus raisonnable des hommes politiques socialistes au Congrès de Dijon. À l'époque, le Front National était pro-islamo, anti-laïque, et moi je voyais des vrais barbus méchants ceux-là danser de joie chez Jean-Marie Le Pen en 2002, le soir du 21 avril. Quand Marine Le Pen est arrivée à la tête du Front National, elle a fait une seule chose de définitive. J'en termine. Elle a renoncé à l'antisémitisme politique
qui avait été la caractéristique de son père, un journaliste juif qui vous parle, français et juif. Elle a renoncé à cet antisémitisme politique-là pour se consacrer uniquement à la détestation des musulmans. Ce faisant, elle est devenue, entre guillemets, normale, acceptable, possible. Elle parlait de ce dont tout le monde parlait. Elle est entrée dans un consensus discriminatoire, républicain, je mets bien évidemment des guillemets. Tout le reste, l'Europe, papa le faisait. Le social, papa et Négrel le faisaient. Cela et seulement cela. Elle a choisi la détestation majoritaire et consensuelle. Laissez tranquille l'extrême droite, ou plutôt combattez-la si vous en avez envie, vous avez bien des raisons de le faire. Mais à la racine du mal, il y a cette idéologie républicaine, fatiguée, poussiéreuse, française. Et c'est pas en pensant que ce sont des méchants qu'on y arrivera. Plein de gens qui sont dans le camp d'en face, qui ont été très choqués par mon bouquin, comme Anglo, pour vous faire ça, sont des gens parfaitement estimables dans ce qu'ils croient, mais qui ont des écailles sur les yeux quand ils regardent la société. Faites tomber les écailles et on y arrivera peut-être. Dernière chose, Yamina, et là j'ai vraiment fini. La prochaine fois que tu me traites de Parisien, moi, dont une partie de la famille habite Narbonne. Ouais, je sais, c'est pas grave. Et moi, dont le papa a été caché à Perpignan pendant la guerre, qui nous ramène toute une histoire, ouais, je suis parisien de raison. Mais c'est quelque chose de la part. Merci. On ne reviendra pas que tu débordais quand même, parce que... Je sais. D'accord. Bon, Rachid. C'est bon, il marche? Bonsoir. Je vais commencer évidemment par remercier l'association Solidarité Féminine pour sa invitation de la laïcité, un sujet qui me tient particulièrement à cœur, et pour plusieurs raisons. Et notamment celle que vient d'évoquer Claude Askolovic, à savoir qu'elle a été transformée, elle a été utilisée, elle a été instrumentalisée comme un outil de discrimination. Ça résonne. Défilé à l'excès. Donc, je disais voilà, que la laïcité, justement, la situation que vient de décrire Askolovic, elle est en partie raison, et en partie seulement, du fait d'avoir, dans le débat public français, imposé une conception de la laïcité et qui en a fait un outil et un instrument de discrimination. D'abord, il est important de rappeler, pour moi, en tant qu'universitaire et professeur, je me tiens à mon sujet, à mon copie. Quelle laïcité voulons-nous? Quelle laïcité d'abord? Quelle laïcité nous interpelle, à savoir, y en a-t-il plusieurs? Y a-t-il effectivement plusieurs laïcités? Une laïcité différente, y en a-t-il une seule et unique? Celle, bien évidemment, du pays qu'il a imaginé. Or, il y a des pays laïcs, il y a des diversités de laïcité. La laïcité tunisienne n'est pas la laïcité turque, la laïcité turque n'est pas la laïcité sénégalaise, la laïcité sénégalaise n'est pas la laïcité québécoise, ce n'est pas la neutralité en Belgique, ce n'est encore moins la laïcité française. Et il y a effectivement, pour reprendre la formule de Claude tout à l'heure, une exception française à l'égard également de la laïcité. Donc il s'agit aujourd'hui, enfin mon sujet à moi, c'est de parler de la laïcité française. Bien de rester dans ce cadre-là et de ne pas nous expatrier ailleurs pour voir quel type de modèle de laïcité existe. Et évidemment, la laïcité française également n'a pas été toujours la même. La laïcité du début, de la fin du XIXe siècle, qui commence à émerger, puis c'est le début du XXe, et celle qu'on connaît aujourd'hui n'est strictement pas la même laïcité. Alors il s'agit aujourd'hui de débattre et de discuter de la laïcité actuelle, celle dont on nous parle, dont on nous rassasse sur les plateaux de télévision scellés en permanence. Et un deuxième élément de la question, quelle laïcité voulons-nous? Voulons-nous qui est nous? Qui sommes nous? Qui est ce nous qui voudrait une laïcité? Au nom de quel droit définirions-nous une laïcité? Alors le nous, en l'occurrence, on pourrait dire, effectivement, ce sont les juristes, c'est eux qui établissent la loi, c'est eux qui nous disent qu'est-ce que la laïcité. On pourrait dans ce cas inviter un professeur de droit pour nous expliquer ce que c'est que la laïcité, tel que les textes de loi. Or, la question elle est posée dans le cadre du débat public français, à savoir, le nous, en l'occurrence, ce sont les citoyens. Quelle laïcité, nous, en tant que citoyens de ce pays, nous voulons? Et il faut se réapproprier la laïcité.
parce qu'elle a été monopolisée, il y a une OPA sur la laïcité, par certains, ce qu'on appelle effectivement les laïcards, ou les laïcistes, qui donc ont déterminé les termes du débat et ont défendu une conception de la laïcité singulière. Laquelle? D'abord, ce débat public français, il faut pouvoir éviter de confondre différents niveaux du débat. Il y a un premier niveau, c'est le niveau conceptuel, le niveau intellectuel. Comment est-ce qu'on conçoit la laïcité? Le deuxième niveau du débat public français, il s'agit du niveau juridique, ou plus largement, le niveau normatif, c'est-à-dire qui définit la norme et comment est-ce que la norme laïque est-elle définie et comprise et appliquée en l'occurrence. Et le troisième niveau du débat, c'est le niveau social et culturel, c'est-à-dire entre les citoyens, les relations et la cohésion sociale, le lien social, etc. Donc ces trois niveaux-là, il faut distinguer différentes acceptions de la laïcité. D'abord, dans le niveau conceptuel, intellectuel, il y a, c'est la fameuse tradition des deux France, il y a d'abord une conception de la laïcité qu'on qualifie de idéologique, la laïcité idéologique, et qui s'oppose, elle, à une laïcité dite politique. La laïcité idéologique, c'est quoi? La laïcité idéologique, c'est de concevoir la laïcité comme étant une valeur à laquelle nous devons adhérer. Et cette adhésion à une valeur, cette valeur en l'occurrence, elle renvoie en réalité à une option philosophique particulière qu'on peut confondre régulièrement avec l'activisme ou l'agnosticisme, à savoir le fait qu'il n'y a pas de vérité transcendante qui doit réguler les relations ou qui doit organiser la société, etc. Donc, généralement, et en particulier chez les musulmans, notamment les pays musulmans, mais même ici, il est difficile pour un musulman de s'afficher, pour un imam lui-même, de s'afficher comme laïque. Je suis imam laïque, parce que dans sa conception de la laïcité, cela renvoie à une définition idéologique de l'ordre social, à savoir celle où il n'y a pas de transcendance et de vérité établie, et donc forcément pas de Dieu, etc. Donc pour lui, c'est synonyme d'athéisme. Donc cette laïcité idéologique, elle va justement s'emparer de l'État, et son rôle, c'est d'imposer à la citoyen l'adhésion. Quand on veut adhérer à la laïcité, donc il faut forcément partager, donc nier sa foi, nier ses convictions religieuses, les effacer, les rendre plus visibles, etc. Deuxième élément d'opposition au niveau conceptuel, c'est cette laïcité politique. La laïcité politique, elle, il ne s'agit pas d'une valeur à laquelle on doit adhérer, tous autant que nous sommes, mais il s'agit d'un principe politique. Un principe politique qui vise cette fois-ci non pas les citoyens, mais qui vise les institutions de l'État, et l'organisation sociale et politique de la société. En l'occurrence ici, ce principe politique, vous pouvez le défendre, le promouvoir, que vous soyez chrétien laïque, musulman laïque, hindou laïque, athée laïque, agnostique laïque, etc. Il n'y a pas de dimension idéologique cette fois-ci, il y a simplement une organisation sociale, un contrat social qui consiste à séparer l'ordre temporel de l'ordre spirituel dans la manière dont on va régir notre société. Deuxième niveau du débat, on va être trop long parce que j'aurais voulu vous donner des exemples aussi, mais éventuellement dans les échanges tout à l'heure, on va le faire. Le deuxième niveau du débat, c'est au niveau de la norme juridique en l'occurrence. À ce niveau-là, on peut distinguer deux types de laïcité qui s'opposent. D'abord, une laïcité conservatrice, une laïcité prohibitionniste, pour laquelle la loi, que doit faire la loi? Elle doit interdire l'expression ou la manifestation de la religion, qu'elle soit privée, même parfois publique, c'est toutes les dérives dont on a parlé tout à l'heure de cette laïcité-là. Deuxième type de laïcité, qui n'est cette fois-ci pas prohibitionniste, au contraire, il s'agit cette fois-ci de garantir la liberté religieuse. C'est une laïcité libérale. Celle qui consiste à dire, grâce à la laïcité, et par la laïcité, on permet à tout individu, quel qu'il soit, de préserver sa liberté de conscience et sa liberté de culte à la fois. Troisième et dernier niveau du débat, il s'agit du niveau social et culturel, où on a deux types de conception de la laïcité, celle qu'on appelle laïcité ouverte et laïcité fermée, ou plus précisément une laïcité d'exclusion et une laïcité d'inclusion. Et c'est là où la dérive, en fait, du principe politique initial de la laïcité, qui consistait à garantir à chacun de sa conviction religieuse, est arrivée à ce fameux identitarisme dont on a parlé comme de psychologie tout à l'heure, c'est-à-dire cette laïcité identitaire, cette laïcité culturelle qu'il faut donc promouvoir et défendre. Donc on a finalement, à chacun de ces niveaux-là, à chacun de ces niveaux du débat public, deux conceptions de la laïcité qui s'opposent, et parfois dans les discussions et dans les débats et dans les échanges autour de vous sur les plateaux télé, on confond différentes acceptions de la laïcité et on arrive à des amalgames, à des incohérences, et il y a deux types de postures qui sont envisageables de manière cohérente.
de deux choses. Soit si vous considérez la laïcité comme idéologique, comme un principe d'adhésion à une valeur qui nie l'existence d'une transcendance, etc., forcément, vous allez considérer effectivement que toute visibilité ou expression religieuse paraissait strictement dans le cadre privé. Ça, évidemment, c'est une des erreurs de la conception de la laïcité. La laïcité ne permet pas de séparer la sphère privée et la sphère publique. Au contraire, quand on relit les textes juridiques, ils garantissent à chacun et à tous de vivre et de manifester sa religion individuellement comme collectivement, en privé comme en public. Les lois de l'homme l'attestent également. Donc ce sont à ce niveau-là des amalgames qu'on opère et qu'on fait. Donc il y a, donc finalement, on va avoir deux attitudes, deux postures cohérentes. Donc soit on a un fondamentalisme laïque, un intégrisme laïque au niveau juridique, et également un communautarisme laïque qui consiste à exclure toutes les différences et la visibilité et de renier le pluralisme de la société. Et la deuxième type de posture, au niveau idéologique, on va défendre une laïcité qui va être institutionnaliste, qui va s'appliquer à l'État et non pas aux usagers, aux agents du service public et non pas à ceux qui en bénéficient. Et au niveau de la norme juridique, il s'agit cette fois-ci d'une laïcité progressiste qui consiste justement à préserver la liberté de chacun et de tous, et au niveau de la société et des valeurs culturelles, une laïcité pluraliste qui défend le pluralisme religieux, le pluralisme culturel, le pluralisme ethnique et le pluralisme démocratique. Et face à une société, et face au défi de notre société aujourd'hui où il y a une crise à tous les niveaux, une crise démocratique avec l'abstentionnisme, etc., avec une défiance à l'égard des institutions publiques, on parlait des fameux sondages qui ont été publiés la semaine dernière sur la confiance des citoyens à l'égard des hommes politiques, au niveau d'une crise écologique, une crise sociale, une crise financière, une crise économique. Face à ce monde de crise, à une société en crise évidemment, on va retrouver les parallèles qui ont fait par Claude tout à l'heure, à savoir, on cherche un bouc émissaire et on va travailler sur un repli d'identité, et l'identitaire en particulier va donc être le norme et imposer le terme du débat. Et donc, pour terminer, donc finalement, voilà, il s'agit maintenant à chaque citoyen, à chacun d'entre nous, de se dire de quelle laïcité on voudrait vivre, quelle laïcité on voudrait défendre et promouvoir, et celle qui est la seule, effectivement, à pouvoir être partagée par tout un chacun, quelles que soient ses convictions, quelles que soient ses croyances, quelle que soit son origine ethnique, quel que soit ce que vous voulez. Bref, c'est cette laïcité qui est inclusive, cette laïcité qui veut justement préserver le pluralisme de la société et non pas faire en sorte d'homogénéiser culturellement notre société, et qu'effectivement elle évolue, elle change, et elle prend des couleurs, elle a des manifestations religieuses qui reviennent, etc., etc. Donc cette évolution de la société, ce changement de la société, oppose des identités les unes aux autres, et le cadre, par exemple, le fameux débat sur l'identité nationale, on a tout de suite vu effectivement la dérive, où il s'agissait non plus de débattre de notre identité commune et collective dans la nation de France, mais il s'agissait de débattre de l'islam et de la laïcité d'un bouc émissaire qui permet de faire une relation face aux crises qui sont les nôtres aujourd'hui, les crises de l'emploi, les crises du logement, les crises à tous ces niveaux-là. Voilà, je vous remercie. Merci Rachid. Oui, Claude, tu veux rajouter quelque chose. Merci Rachid pour ta concision, c'était vraiment un exercice difficile. Pardon, juste une chose, ça complète ce que dit Rachid. On s'est mis à reparler de laïcité de manière politique en France à partir du moment où il y a eu la question musulmane. Il y avait eu un dernier sursaut du vieux camp laïque en 83, la gauche de Mitterrand vient d'arriver au pouvoir, il y a un vieux rêve de faire la grande école publique laïque pour tous, etc. Ça sera balayé par des grandes manifestations des parents de l'école privée catholique. Et ça reviendra, en gros, ça reviendra, il va taper sur les politiques. Mais en réalité, c'est là où je provoquais tout ce que tu dis sur la laïcité est exact. Sauf que ce débat sur la laïcité n'a été qu'un prétexte. Ça s'appelle du Larsen. Si c'était pas un chaton, on le mettrait dans l'eau. Donc juste ça, on s'est mis à débattre de laïcité ouverte, laïcité fermée,
à partir du moment où la France n'a plus su gérer sa diversité. Et donc c'est juste une question de flèche. C'est pas un jour il y avait un grand laïc qui s'est levé. C'est un jour les politiques, les élites ne savaient plus gérer une société qui était plus réelle, diverse, etc. Et là on a ressorti un vieux mot de notre panthéon. Parce que quand on parlait de l'école, quand j'étais petit, on disait je vais aller à la laïque, je vais à l'école laïque ou je vais à l'école communale. Et on y était attaché. Donc c'est un mot auquel on était attaché, qui fait partie de notre ethos, qui fait partie de notre mémoire. Et donc ce mot a été pris, mais comme un prétexte. Et après on l'a transformé. Et donc c'est au nom de la laïcité, je me souviens juste après le vote de la loi sur l'interdiction des signes religieux à l'école, je me souviens, je me dépêche qui passe, il y avait un chauffeur de bus qui avait fait descendre une femme voilée qui était montée dans son bus. Voilà, il avait pris la laïcité entre ses mains. Ça a été décrit, il y a des directeurs d'école. Certains directeurs d'école sont parfaits, mais d'autres directeurs d'école reçoivent des parents. Je suis à Saint-Denis, on m'a raconté ça plus exactement. Et c'était une association très laïque qui m'a raconté ça, c'était l'association Lagrange. Le directeur d'école reçoit mes parents en disant la laïcité, ça veut dire que votre gosse doit manger de la viande à la cantine, c'est obligatoire. Il m'a raconté ça. Et ça, après, c'est le moment où ça devient l'imbécilité. Le point de départ, encore une fois, c'est l'acceptation par la France de ce qu'elle est devenue. Et donc, on ne pourra pas avoir un débat sur la laïcité, parce que de toute manière, tant que la France continuera d'entendre ces gens qui lui disent qu'elle n'est plus elle-même, à partir du moment où elle est aussi musulmane, alors dans les sondages, et vous savez, le roman d'Orwell, La ferme des animaux, foulard, pas bien, pas foulard, bien, les gens spontanément choisissent des solutions dures. Donc il n'y a pas de débat philosophique sur la laïcité, on est d'accord, il y a un débat politique et sociétal, et il y a un débat presque de psychologie, pour faire comprendre aux Français, entre guillemets, d'avant, qui ne sont en rien menacés, pour faire comprendre aux Français de désormais, qu'ils s'intègrent là-dedans, et pour faire comprendre que la société est 20 000 fois plus tolérante et intelligente dans sa manière de fonctionner que ce qu'on lui fait dire. À partir de du moment où ce combat sociétal, et ceux qui s'intéressent au débat politique, c'est du Gramsci, ou c'est de la deuxième gauche, ou c'est du communautarisme au sens du terme. Le communautarisme, c'est pas les musulmans ensemble, les juifs ensemble, c'est dans la communauté locale, dans un quartier, que l'on s'organise. Et à partir du moment où cette réalité sociale aura pris la main, alors je pense que les débats sur la laïcité se résoudront d'eux-mêmes, parce qu'il y aura une demande de la société d'apaisement. En attendant, on met le mot laïcité sur 36 000 conneries, on étend la sphère du laïc, les fous furieux de penser l'intégration, qui était une instance qui avait été créée dans un moment de bonne volonté par l'État en 89 et qui sont devenus petit à petit, sans être des méchants au départ, des passionnés de la chose laïque, cherchaient à empêcher tu halal dans les cantines d'entreprise et les signes religieux dans les signes religieux dans les entreprises. Et petit à petit, l'idée était d'inventer, et ça s'est heureusement arrêté, l'idée était d'inventer une législation qu'on aura appelée laïque, mais qui interdisait de fait l'expression de l'être musulman dans toutes ces parcelles de la société. Voilà. Et donc, le débat vient après. 1. Faire comprendre que cette société a changé. 2. Que c'est compliqué. 3. Que ce n'est pas grave. Et dans ce triptyque-là, vous résoudrez, chacun à son humble niveau, ce que j'ai essayé de faire, ce dont tu as parlé, avec lequel je suis totalement d'accord. Mais pour l'instant, le mot est habité par trop de choses. Donc je pense qu'il faut être plus rusé que ça, et le contourner. Tu ne peux pas dire à 80% des gens qui pensent qu'être laïque, c'est te dégager, qu'ils se trompent sur le sens du mot laïque. Parce que ce qu'ils veulent, c'est te dégager. Alors ils appelleront ça autrement, ils appelleront ça tatata. Voilà, donc il y aura du tatata. Mais peu importe, contourne-les, en étant ce que tu es. Et pourquoi je suis pas Katamina? Est-ce que là, on laisse la place à des questions? Est-ce qu'il y a un micro qui est dans la salle? Oui, je pense. Voilà, alors là-bas au fond, oui, là-bas au fond. Attends. Oui, c'est bon.
Tu lèves le bras quand on repère. Voilà. Et ensuite, d'abord au fond, c'était le premier, et ensuite sur la droite. Oui, donc bonsoir, et tout d'abord je tiens à remercier Claude Askolovic par rapport à ses prises de position courageuses dans un contexte journalistique dont on connaît les substances. Ce que je veux dire en fait, c'est que voilà, de par mon travail, je suis éducateur et je suis confronté à ce problème de laïcité. Nous avons des jeunes qui croient et qui ne croient pas. Avec des supérieurs qui ont une lecture un peu tendancieuse de la laïcité, qui veulent tout interdire. Enfin, nous avons, comme vous avez dit, Claude, la société est plus intelligente que ceux qui sont au-dessus, et ça c'est vrai, même les jeunes, qui disent eux, quand ils veulent manger halal, ils disent pour nous, et qu'on pose la question à ceux qui ne mangent pas halal, parce qu'il faut leur proposer et leur donner le choix. Ils disent que nous, le halal, c'est la viande, c'est de la viande, il n'y a pas de souci pour ça. Et donc, moi, en tant que Français de confession musulmane, si demain j'avais un juif qui me demandait je veux manger kasher, même si je ne suis pas juif, je ferais tout pour qu'il mange ce qu'il a envie de manger. C'est ça la laïcité. Pour moi, et pareil pour quelqu'un qui veut manger végétarien ou végétalien, je ferais tout pour qu'il mange ce qu'il a à manger. C'est ça, je pense, la laïcité. Certains veulent faire dire à la laïcité ce que la laïcité ne veut pas dire. Ce qu'elle veut dire, il ne faut plus dire parce qu'elle ne les arrange pas. Ils ont une lecture tendancieuse de la laïcité. Et le dernier point pour moi, la laïcité, c'est comme un arbitre qui arbitre deux équipes, ni n'avantage une équipe, ni l'autre, et tout en étant cet arbitre ou juif, ou chrétien, ou musulman. Même si c'est une équipe musulmane qui joue, il ne va pas la favoriser à l'équipe juive ou à l'équipe chrétienne. La laïcité, c'est l'art de trouver un consensus au milieu d'une diversité. Voilà. Merci. Bonsoir, c'est Habib. J'ai bien aimé, c'est vrai, votre débat sur la laïcité. C'est vrai qu'on n'est pas des intellectuels, on va essayer de rester des citoyens des pieds sur terre. Mais souvent, ces gens-là propagent la maladie, mais n'ont pas le virus. Je voulais dire seulement, il y a plein de choses en vous écoutant qui me venaient par la tête. Je me disais, comment? Déjà, pourquoi le titre laïcité et l'islam? Déjà, je me suis posé cette question. Pourquoi laïcité et l'islam? Je suis allé dans une école laïque, je suis né en France. On m'a appris les droits de l'homme, tout homme est libre et égaux, quelle que soit sa race, sa couleur, sa religion, etc. C'est un principe fondamental pour moi. Et je me dis quelque part, vous parlez de ces intellectuels, vous parlez des différentes poèmes de laïcité, pour moi il n'y en a qu'une seule, hein, c'est de ne pas faire différence justement. Je me dis, mais comment il y a l'école, il y a le collège, je prends un exemple, le collège privé Saint-Louis, il y a le collège judaïque tel endroit, et c'est payé par un État laïque. Je me dis, mais c'est bizarre, je ne comprends pas là. Donc, la laïcité, c'est quoi? Je me demande, c'est vrai qu'on utilise la laïcité souvent pendant des périodes de campagnes politiques, etc., où on sort le musulman, etc., etc. On balaye ça. Moi, la question que je me pose, c'est pour nous en général, la laïcité, c'est quoi? Voilà. Merci. Peut-être encore une ou deux des questions qu'il y avait sur la droite. Je suis passé vraiment laïque, c'est au moment où il y a eu la Yougoslavie. J'étais à Trappes, et donc il y a eu l'affaire du Kosovo et tout ça, et j'ai vu des Kosovars, et là j'ai dit, c'est vrai qu'en France on a de la chance d'avoir la laïcité, et de pouvoir vivre comme ça, sans prendre des fusils et sans prendre des armes. Bon, cela dit, donc là je pose la question, est-ce que cette laïcité, il faut vraiment
l'écraser, lire, voir des caricatures que vous en avez fait, ou alors on en discute, et moi je suis à Clodion, c'est quand même pas le quartier, quand je vais chez le boucher, j'achète à la et je suis laïque, donc des fois je me pose aussi la question, pourquoi un enfant, moi je me pose la question et je la pose aux musulmans, pourquoi un petit enfant ne peut pas manger un brin de cochon un jour? Est-ce que c'est un péché mortel? Bon, moi je ne le comprends en tant que laïc, je ne le comprends pas. Vous pouvez aussi accepter ça. Et je vais dire, quand j'étais à Trappes, s'il vous plaît, je vais essayer d'être court. Quand j'étais à Trappes, on a fait des récoltes de comptes chez des femmes musulmanes. Et donc, moi, je faisais je leur demandais de me raconter des histoires de leur enfance, et après, on montait un spectacle. Et elles m'ont demandé, mais qu'est-ce que tu es? Tu es juif? Tu es chrétien? Tu es français? Tu es blanc? À l'époque, j'avais encore des cheveux. Tu es blanc? Tu es chrétien? Ben non, je ne suis pas chrétien. Tu es juif? Mais non, je ne suis pas juif. Je ne crois pas en Dieu. Ben, pour elle, j'avais l'impression que c'était difficile de... moi, je vois la laïcité un peu comme ça. D'accord. Cette zone qui permettrait à tous de vivre ensemble et de s'accepter. D'accord. Est-ce que la laïcité est une valeur universaliste ou pas? À voir ce qui a été dit, on aurait l'impression que non. Moi je pense qu'il y a quand même une valeur, la laïcité, qui est vraie, quel que soit le lieu ou le temps. La deuxième question, c'est est-ce que la laïcité n'est pas une valeur une et indivisible? Parce que j'ai vu beaucoup d'adjectifs accolés au mot laïcité, positive, ouverte, fermée, prohibitionniste, libérale. Est-ce qu'en ne mettant pas un adjectif après le mot laïcité, on ne tend pas à déqualifier la laïcité et donc à l'instrumentaliser dans n'importe quel sens? Troisième question, c'est par rapport aussi à la démocratie et à l'expression de la souveraineté populaire, et qui pose la question de la place du fait religieux et des vérités religieuses, entre guillemets. À partir du moment où il y aurait des vérités révélées, est-ce que ce n'est pas un obstacle à l'expression de la souveraineté populaire et quelque chose qui irait à l'encontre de la raison démocratique? Quatrième question, est-ce qu'un des gros problèmes peut-être qui s'est fait jour depuis quelques années, c'est qu'on n'a pas fait, est-ce qu'on n'a pas fait peut-être divorcer la laïcité de ses préoccupations sociales, et donc en faisant divorcer l'impératif de liberté et d'égalité, et que ce n'est pas un problème justement majeur. Et pour terminer, pour dire d'où je pars, j'appartiens à un parti qui est très républicain, très laïque, qui est le parti de gauche. Merci. La sécularisation qui est vieux a commencé par séparer la religion, le religieux en Europe, à travers l'Église, etc., de ce qui est la science. On a été évoqué tout à l'heure, la raison et la foi, deux choses différentes. On a séparé ensuite la religion du sacré. Autrefois, l'art n'était que sacré. Il y a eu un art profane, un art qui transgresse, le blasphème, etc. Et ensuite, on a séparé la religion du droit. Il y a un droit positif, un droit canonique qui s'est constitué séparément. Et ensuite, on a séparé la religion du politique. Et on a eu cette laïcité, la séparation des institutions et de l'autorité politique. Et maintenant, nous sommes en train de vivre une nouvelle séparation de ce processus de sécularisation qui consiste à séparer la religion de la culture. À un moment donné, les personnes d'origine musulmane ou qui se sentent attachées, c'est pas la même chose par exemple dans le judaïsme, ça a été évoqué tout à l'heure, l'histoire du cochon. Il peut être juif, il ne peut pas manger du cochon, il est laïque, donc aussi être musulman, il peut manger du cochon, pardon, il est laïque, et être musulman, il ne peut pas manger du cochon, et être laïque aussi. Parce que la laïcité, c'est ces trois principes que je voulais évoquer. Un, c'est la séparation des pouvoirs politiques et religieux. Donc c'est le laos, c'est effectivement la même chose que le démos en grec, c'est-à-dire démocratie. Deux, la laïcité, c'est la garantie des libertés individuelles et collectives. Et trois, la laïcité, c'est la non-discrimination pour toutes ces raisons. Et à partir du moment où ce n'est pas de ne pas manger du cochon, vous êtes
plus laïque ou moins laïque. Ça, c'est un vrai problème, même chez les musulmans, parce qu'on empêche les musulmans de s'approprier la laïcité, de se dire qu'ils peuvent à la fois être citoyens français et laïcs, tout en pratiquant leur religion, c'est un autre débat, et ne pas manger de cochon, faire la prière, etc. C'est le choix strictement privé, intime, d'ordre spirituel, etc. Ça n'a rien à voir avec l'ordre politique et social, c'est-à-dire quelle économie nous voulons pour ce pays, quelle finance publique nous voulons dans ce pays, quelle distribution du logement et des ressources nous voulons dans ce pays, etc. Et c'est là où tous les citoyens musulmans doivent se rapproprier de la laïcité, ne pas laisser cette laïcité monopolisée par des gens qui veulent nous faire manger du cochon pour être laïque. À manger du cochon ou ne pas manger du cochon. Donc c'est aussi ça la laïcité, c'est le fait de garantir la liberté aux uns et aux autres, et en l'occurrence le droit des parents à éduquer leurs enfants. Et ça aussi, c'est de transmettre leur foi, de transmettre leurs convictions, etc. Comme un laïc ou comme un athée pourrait faire également la même chose pour son enfant. Donc ça aussi, c'est des questions qui sont beaucoup plus vastes et générales. Et quand en entendant parler en prenant cet exemple, on a le sentiment que la laïcité, est-ce que pour vous, je vous retourne la question, est-ce que le musulman pratiquant ou même le musulman portant le voile est-elle laïque? Peut-être est-elle laïque. Merci. Merci. Pardon. Monsieur Folcochon. Non, mais sérieusement, je pense que vous avez parfaitement raison. Voilà, je pense que vous avez parfaitement raison. Quand j'étais petit, mon papa, qui était juif, français, en désordre, socialiste, laïque, et qui bouffait du cochon, en avait les ras la casquette de ma maman, qui était née aux Pays-Bas, qui avait été déportée petit, qui venait d'une famille religieuse, et donc à la maison, on ne fait pas de cochon, on fait de la viande cachère, et je vous le dis en confidence, mon papa trouvait que la viande cachère c'était dégueulasse, parce qu'elle est saine. Voilà. Et donc il trouvait ces rites religieux un peu ballots, et moi comme un petit garçon dans les jupes de sa maman, je me suis retrouvé un jour en classe de mer quand j'avais 10 ans, et on a voulu faire du jambon, et j'allais le manger. Quand un petit copain m'a dit « Mais non, rappelle-toi, nous on n'en mange pas ». Alors je n'en ai pas mangé. Et pendant toute la classe de mer, il y avait les moniteurs et les monitrices qui disaient « Mais si, mange-en, c'est les pourris la classe de mer ». Rassurez-vous, passé ce léger traumatisme, je mange aujourd'hui du cochon. Oui, tout va bien. Ce que je veux dire, c'est que c'est à la fois pas grave et que ça peut être très important. Mon épouse, qui n'est plus de ce monde, la maman de mes 2 grands-enfants, et ça s'adresse aussi au monsieur qui a parlé après vous, était très à gauche, était au cabinet de Jean-Luc Mélenchon quand il était ministre de l'Éducation nationale, se vivait comme quelqu'un de très républicain et laïque, même en cachère. Ses parents sont les fondateurs de la communauté juive de Narbonne. Je sais, par expérience et par vie personnelle, que les gens et que les choses sont compliquées et que rien n'est jamais acquis et figé. Et si c'est acquis et figé, et ma grande fille, qui veut être une avocate pénaliste, mange encore cachère, mais mon fils, qui veut être comédien, le grand, s'en fout complètement, il mange comme moi. Quant à mon petit dernier, dont la maman elle est bretonne, je ne sais pas ce qu'il mangera, on verra bien, il est beaucoup plus petit. Des crêpes fondamentalement, mais là vous assignez les Bretons à résidence. Ce que je veux dire, c'est que sur le fond, je comprends parfaitement ce que vous dites. Mais il faut entendre qu'à un moment donné, les gens avec qui on vit sont plus compliqués. Et effectivement, quand à Trappes, magnifique ville où sont issus des gens aussi éminents que Nicolas Anelka, ou Jamel Debbouze ou d'autres, c'est bizarre de se retrouver alors qu'on a grandi dans un pays où effectivement la question des origines n'était pas censée se poser, dans un pays où maintenant elle se pose. Eh bien ce pays change, on fabrique autre chose avec. Mais comme disait Brecht, on ne peut pas changer le peuple, c'est comme ça. Et je conçois parfaitement, parce que je viens, si vous voulez, du même univers culturel que vous, on doit être de la même génération à peu près, j'admets parfaitement que ce pays a changé, que cela désoriente. Ça ne veut pas dire que ce pays n'est plus ce pays ou qu'il est foutu. Ça veut dire qu'il est différent. Et à penser que seule notre manière d'interagir pourrait fonctionner, alors on explique que la France est fort close. Parce qu'effectivement, ce pays a changé autour de nous, pas partout, à Trappes, dans d'autres endroits, non.
L'Aude, pardonnez-moi, est un département cher à mon cœur, et quand je vois toutes les coopératives viticoles, je me souviens de la révolte des vignerons, salut à vous, braves soldats du XVIIe, ce n'est plus la réalité socio-politique, y compris des vignerons aujourd'hui dans l'Aude. Très bien, très mal. Beaucoup de choses changent. Ce qui sont nos repères, ce qui étaient nos repères ne perdurent pas. Donc effectivement, une manière de bavarder avec ses voisins aussi parfois. Mais pour autant, j'en reviens à cette idée là, qui a été dite avant moi. Jules Ferry, puisqu'on est dans les grands ancêtres, expliquait à l'époque où il instaure l'école de la République que rien de ce qui pouvait être dit dans une classe ne devait heurter la conscience de parents d'élèves. On n'a pas toujours cela en tête, principalement sur cette question magique de l'islam, parce qu'encore une fois, elle symbolise et elle atteste la transformation irrémédiable pour quelque chose de nouveau de notre société. Et donc nous vivons un moment de transition et nous devons apprendre à vivre ensemble. Aux questions, est-ce que la religion, je résume, est-ce que la religion la rend con et adémocratique? Je suis assez laïque moi-même, mais je sais d'où je viens. Et je vous ai parlé de mon épouse qui était compliquée. Je pense que les choses sont compliquées et Jean-Luc Mélenchon, qui est également quelqu'un, parce que je parle du parti gauche de compliqué, et qui s'intéresse beaucoup à l'expérience politique du Venezuela, sait que dans le chavisme, il y a une énorme part de théologie de la libération, c'est-à-dire de catholicisme militant social latino-américain. Donc même ce socialisme-là, quoi qu'on en pense, n'est pas immune de l'influence religieuse. Donc j'entends ces débats, et symboliquement, je suis plus du côté de la mentalité laïque. Sauf que la réalité de la société et l'empathie naturelle que j'ai pour mon pays et pour ce qu'il est, et la terreur de voir les valeurs de mon pays, de la laïcité, devenir le prétexte du rejet d'une partie de la société par la majorité, c'est cela le sujet politique d'aujourd'hui. Oui, on peut manger du cochon, sauf si les parents ne veulent pas. Il faut taper aux parents. Oui, c'est pas la peine de faire du mal aux gens. Oui, la rationalité s'opposera à la religion, mais il y a eu aussi un rationalisme areligieux, le culte de l'être suprême de Robespierre, qui n'a pas donné que des jolies choses. Donc, tout est beaucoup plus compliqué. Dernière chose, et ça c'est très compliqué pour nous Français, quand on demande si la laïcité est une valeur universelle. Pardonnez-moi d'y mettre des adjectifs, mais si la laïcité, c'est d'empêcher une femme portant foulard musulman sur la tête d'accompagner son gosse en sortie scolaire, alors c'est pas une valeur universelle, c'est une connerie. Si c'est préserver la capacité à vivre ensemble dans une même école publique des enfants d'origine, de culture, de parents sans que ça se passe mal, alors oui, on est dans l'universalisme. Et vraiment, toutes les choses que je sais que j'ai tendance à répondre longuement, c'est un sujet pour lequel je n'ai pas pris des risques, mais j'ai basculé une partie de ma carrière et de mon intention professionnelle. Je ne sors pas indemne de ce genre de truc brûlant. C'est très compliqué, en général, quand on finit un petit, on passe à autre chose. J'ai du mal à passer à autre chose. Parce que ça touche exactement à ce qui fait basculer notre pays. Une des absurdités d'un point de vue républicain de la séquence laïque, c'est que les gamins, gamines, musulmans, musulmanes pratiquants vont se retrouver dans l'école catho. Joli résultat, et joli résultat paradoxal, et j'ai rien contre les écoles catho. Mais c'est ce qu'on appelle le complexe de Gribouille, comment se tirer une balle dans le pied. Ce qu'on voulait construire dans la laïcité originelle, c'était l'éducation de toute une jeunesse. Là, la jeunesse a été scindée de fait. Et on a transformé ce qui devait être universel, c'est-à-dire l'école de la République, en un endroit de préservation. Regardez les mots qui sont employés, sanctuariser l'école. Quelle imbécilité, on ne sanctuarise pas l'école. L'école de Jules Ferry est plongée au cœur des campagnes, qui sont régressives à l'époque, dissidentes, parfois sous l'emprise de l'Église, et l'école de Jules Ferry, très intelligemment, par exemple, passe un compromis avec Alexandrie en inventant les grandes vacances, pour permettre aux gamins d'aider aux poissons. C'est tout con. Cette capacité de compromis-là était au cœur de la construction de la République. À un moment donné, quand la République a peur, elle se recroqueville sur elle-même. Je ne vais pas y revenir. Dernière chose pour voir comme les mots sont bizarres. C'est vrai, je vous dirai. Alors je vous donne
Bon. Alors, je dis un dernier mot, mais après je vous donne. Non, mais là vous trichez. Là vous trichez. J'ai compris. Si je vous trichez. Avant-dernier mot. Avant-dernier mot. Dans la charte de la... Non, mais il a raison et tort en même temps. Et donc moi j'ai tort et tort. Mais voilà. Et après j'ai fini. Quand Vincent Payon fait une charte de la laïcité qu'il affiche au mur des écoles, il dit qu'il ne faut pas manquer les cours pour des raisons religieuses. C'est idiot. Il ne faut pas manquer les cours. Point barre. Et le dire pour des raisons religieuses, ça répond à la question qui était posée par le monsieur au fond. C'est là où on voit que l'idée que les musulmans manqueraient les cours a imprégné tout le monde, y compris un ministre très intelligent. Monsieur, je m'excuse, je vous donne le micro. Et après, même je vous Merci. Bon, merci. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, pour l'instant, c'est à moi qu'on a confié le soin de donner la parole. Donc, dans l'ordre, il y a monsieur qui était là, il y avait une question devant, et ensuite, si monsieur veut prendre la parole, en troisième. Voilà. Allez-y. Vous avez le micro? Mais il a pas le micro. Le micro, là. C'est le monsieur, là. Bon, je suis Pierre Paul Aubry, je suis président de France Algérie Pays Catalan, et je dois tout d'abord remercier très fort Yamina Tadjer pour cette organisation, cette force qu'elle a pu mettre pour réunir toute cette salle. Et comment ça fait. La deuxième chose, eh bien, je crois que Claude Askolovitch l'avait dit tout à l'heure, la laïcité en se tapant les fesses, en rebondissant. Je crois qu'aujourd'hui, tous ces intégristes laïcs, ça suffit. L'important, le plus important, et c'est là où je vais en arriver, avec une association Perpignan avec l'université, nous avons monté et nous profitons des occasions pour pouvoir présenter des débats, des ciné-débats. On a commencé avec Né quelque part. Et là, on a compris beaucoup de choses, justement, en disant qu'on était né quelque part. On écoutait l'autre, on comprenait ce qu'était l'autre et ainsi de suite. Ensuite, on a eu d'autres films, 3 autres films. Le dernier sera la semaine prochaine, où on parlera de la marche. Mais ce qui est très important dans ces discussions, c'est que on a la chance aujourd'hui à Perpignan d'être une ville où il y a une très grande diversité. Et cette diversité est une richesse pour Perpignan. Alors donc, acceptons cette tolérance, justement, écoutons les autres et nous pourrons mieux nous entendre. Merci. J'entends parler du mot halal, beaucoup halal. Alors je veux bien comprendre ce que ça veut dire ce mot. Je ne comprends pas encore. Deuxième chose, c'est un fait personnel mais familial. J'ai une cousine qui est un peu plus jeune que moi, avec qui j'ai grandi, j'ai joué et tout. Et cette cousine s'est mariée. Elle s'est mariée il y a une quinzaine d'années. Elle a porté le voile, elle est rentrée à la maison. Donc, je ne peux plus la voir. Je ne peux plus lui faire la bise, je ne peux plus lui serrer la main. Parce que son mari ne veut pas. Et moi, je suis de culture arabo-musulmane, je suis comme elle. J'ai grandi avec cette fille, j'ai joué avec elle, mais je ne la vois plus. Et si je vous dis ça, parce que je suis très triste, c'est personnel, mais stressé. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je demandais de prendre la parole. Et je ne sais pas comment faire. Sincèrement, je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas, qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux pas parce qu'elle est mariée, son mari ne la laisse pas. Moi, je ne peux pas la voir. S'il vous plaît, c'est une personne avec qui j'ai grandi. D'accord. Voilà. Elle est musulmane, elle fait la prière. Moi, je suis musulman. Hein. Je suis musulman quand même, c'est la même chose. Mais je sais pas quoi faire. C'est un drame. Pour moi, c'est un drame. C'est comme une sœur qui est à moi, que je ne la vois plus. Merci. C'est vrai que l'islam est attaqué depuis un certain temps. Est-ce que l'islam n'est qu'un prétexte, d'après moi? Moi, je pose la question pour tous ceux et pour les politiques qui sont là. On ne parle pas trop de politique. On est là. Oui, tout à fait. Mais moi, je veux vous poser la question au niveau politique, parce que la laïcité, elle est avant tout politique. La laïcité devrait protéger toutes les croyances. Toutes les sensibilités doivent s'exprimer dans une nation développée. Ça, c'est le principe.
la réalité, ce qui se passe, quand on entend Mme Badinter dire qu'il n'y a que Marine Le Pen qui défend la laïcité, je suis désolé, elle n'est pas la seule. C'est vrai qu'il y a une dérive importante en France, et ça, il faut le dire, la situation, elle est grave, elle est dramatique. Quand on entend tous les jours, quand on est de confession musulmane, comme je le suis, le rejet à tous les niveaux. Parce que le plus important, c'est quoi? C'est d'aller pouvoir déposer un CV et d'avoir un travail. C'est d'aller avoir un logement, etc. Il y a cette discrimination, la société française, elle est dans une pente dangereuse, difficile. C'est pour ça que je pose la question, pour les politiques, est-ce là l'échec d'une politique, de toutes les politiques qui sont succédées, et maintenant on arrive avec une extrême droite décomplexée qui est seule à parler de l'Europe, à parler de l'immigration. C'est dans l'esprit des gens qui maintenant se permettent des choses qu'ils ne pouvaient pas le dire avant. Je suis désolé de parler avec passion, je l'ai toujours fait. Ce qui est important maintenant, c'est de dire attention, il y a danger. Il y a véritablement un danger partout. Pourquoi? Parce qu'il y a une récupération de toutes ces valeurs qui ont fait de la République, qui ont fait de la France. La France était le premier empire musulman dans le monde. Et quand on voit ce qui se passe par rapport à l'islam, on se dit, mais alors on a perdu la tête, c'est pas possible. La France était la représentante de l'islam dans le monde. C'est elle qui parlait au nom des musulmans, quand la France occupait les pays musulmans. Donc la situation, je suis désolé de casser un petit peu le débat, mais la situation pour moi, j'estime que la situation est grave. Il faut absolument se mobiliser et dire réellement ce qui se passe en France. Il y a une dérive dangereuse. Voilà. Merci. Je fais partie de l'association Identité sur Perpignan du Mieux Vivre Ensemble. J'ai déjà organisé auparavant ici, dans les mêmes locaux, une conférence sur la citoyenneté en présence de différents spécialistes. Depuis tout à l'heure, je vous écoute très attentivement. Je remercie donc Yann Natager et en particulier toute l'équipe de Solidarité Féminine 66 pour nous avoir tous réunis ici, y compris des élus donc, de sensibilités différentes que je peux apercevoir à travers la salle. Entre-temps, les choses ont évolué, les peuples ont voyagé, ont été par-ci par-là. Et aujourd'hui, à travers l'association du Mieux Vivre Ensemble, laquelle je suis juste membre, il y a quelque chose qui m'a interpellé. 3 points. Vous avez dit à un moment donné comment, dans cette société, il y a 3 choses, 3 messages finalement qui doivent vraiment faire passer à un moment donné, et je profite de la présence de plusieurs personnalités ici dans la salle pour les ressouligner. C'est qu'on va devoir passer à un moment donné, pour ce bon vivre ensemble, par 3 points. Le changement, comme vous avez dit, à un moment donné, c'est vrai, ça va être compliqué, puis finalement, c'est pas grave. Vous voyez? Et ça, c'est juste, je le ressouligne, c'est rare de pouvoir avoir plein de perpignan, je peux là quand même par contre. Parce que je suis revenue de loin pour pouvoir assister à cette conférence. Et je vois ici plein de personnes qui ont tous envie de la même chose, vivre bien ensemble, s'écarter finalement des problèmes. Et puis la laïcité, depuis le début, il n'y a pas une personne ici qui nous a donné finalement une seule définition, et ça doit se justifier, évidemment. Il doit y en avoir finalement plusieurs. Chacun doit l'entendre comme il veut. Mais la seule et unique chose que je demande, c'est s'il vous plaît, continuez, chers élus et politiciens présents, de toutes sensibilités différentes, continuez à venir. Et moi, je pense que finalement, si on continue à se réunir comme ça, parce que c'est quand même rare d'avoir un paysage sociologique, cher sociologue, aussi, comment dit-on, divers, aussi divers, la diversité, des sauces. Voilà. Donc, s'il vous plaît, continuez à venir. Et moi, je pense que ce qu'il a dit, M. Askolovitch, on va pouvoir arriver à le faire, en fait. C'est vrai, comme il a dit, ça va passer par une grosse phase de changement, mais on y est. La phase de changement, ça va être super compliqué. Mais on est en train de le traiter. On a M. Askolovitch, on a M. Idiassi, nous avons notre très cher M. Carrère, toujours présent à nos côtés. Je crois que vous avez oublié. Et non, c'est pas possible. Voilà. Et ce qui m'étonne de surcroît, c'est qui arrive à nous réunir ici ce soir, c'est quelqu'un que je connais très bien, Madame Tadger,
qui a été galvaudée à travers la presse, elle est passée un peu pour tout et rien et n'importe quoi. Moi, je sais que c'est quelqu'un de très bien, que j'ai été amenée à défendre sur le terrain directement, face à des personnes que j'apprécie aussi. Et c'est là le dilemme. Des élus que j'ai rencontrés sur le terrain et face à qui j'étais obligée de défendre certains de mes concitoyens perpignanais qu'on ne mettait pas au même niveau que tout le monde. D'accord. C'est tout. Donc je vous remercie de m'avoir donné la parole. Et si vous avez juste, s'il vous plaît, M. Diassi et M. Askolovic, une dernière allocation à vous faire pour peut-être tout simplement compléter ce que je viens de dire, comment faire pour tous se réunir de la même façon et arriver à s'en sortir, M. Askolovic. Merci. Voilà. Mais vous pourrez éventuellement ensuite discuter directement, soit avec Rachid, soit avec Claude Askolovic. Ce bruit est gênant. Ah, pour le chant. Le micro, il faut éteindre le micro. J'essaye là, ouais. Je vais répondre à la fois à mademoiselle comment on s'en sort. Vaste débat, et à monsieur ce que vous racontiez de ce qui arrive dans votre famille. Je ne connais pas. On s'en sortira quand on sera capable aussi bien d'entendre que la société a changé, que ce n'est pas grave en soi, qu'il faut travailler au vivre ensemble, qu'on peut parfaitement être musulman, pratiquant, barbu, voilé, 5 prières par jour, le halal, et être dans un rapport citoyen à la chose publique. Je connais personnellement un salafi religieux qui est syndicaliste de Force ouvrière et travaillant à Marseille, et supporter de l'OM, c'est affreux. Quand on sera capable à la fois de dire cela et d'entendre ce que racontait monsieur qui croyait que je parlais trop longtemps, c'est-à-dire que la coercition religieuse, ça ne concerne pas l'islam, peut exister, et une conception exagérée, intégriste, de quelque religion que ce soit, mais donc y compris l'islam, peut provoquer des drames humains. C'est-à-dire que si on est dans l'idée que d'un côté il y aurait les gens tolérants dont je ferais partie, qui sont pour la société Yoplagoum, et tout va bien, et que dans ce cas-là, monsieur qui veut que les enfants puissent manger du cochon, ou monsieur qui est triste, non je plaisantais, ou monsieur qui est triste parce qu'à un moment donné, sa cousine soit épousée un imbécile, soit devenue imbécile elle-même, soit sont rentrés dans les ordres, et du coup ça brise une famille, ça n'existerait pas, alors on se plante de la même manière. Car rien n'est pire que l'entre-soi. L'entre-soi, c'est se regarder en ayant raison, juste nous, ce qu'on appelle les ultra-laïcs, mais aussi il y aura un autre en soi qui serait ceux qui diraient il n'y a pas de problème dans la société. Je n'en fais pas partie. Je pense que la société est conflictuelle, je l'ai dit, il y a des dégâts humains parfois, ça peut exister, il faut l'entendre. Simplement, une chose, quand on séparait l'ordre politique de l'ordre privé intime, je ne vois pas comment l'ordre politique, sauf si votre cousine est enfermée, victime de voies de fait par son mari, ça je n'en sais rien, mais je ne vois pas comment l'ordre politique peut intervenir si dans une famille, une partie d'une famille décide de devenir tellement religieuse qu'elle ne peut pas parler à l'autre partie. C'est un drame humain, c'est lié à l'ère du temps, l'évolution des religions des mœurs, elle n'est pas univoque, et là la politique n'y peut rien. Ce qui est tragique, c'est que s'il y avait dans cette salle des esprits mal intentionnés qui voulaient remettre 100 balles dans la machine à discriminer, alors ils se serviraient de ce que vous avez dit, monsieur, tout à l'heure, pour dire, vous voyez bien, l'islam brise les familles, donc il faut empêcher les mamans d'accompagner leurs gosses en sortie scolaire, et vous voyez bien, non, vous ne voyez pas bien. Il y a une société, plus elle sera pluriculturelle, plus, et c'est l'air du temps, certaines religions se radicaliseront pour partie et s'ouvriront pour d'autres parties, peu importe, plus il y aura ce genre de tension. Et l'intelligence politique consiste justement à ne pas laisser les drames individuels dicter un agenda qui empêcherait toute la société de fonctionner. Il y a des parents qui voudraient, mon Dieu, forcer les gosses à avoir une pratique absolue de la religion contre même les textes sacrés dès leur plus jeune âge. Ils ont tort. Il y a des lois sur la protection de l'enfance qui s'appliquent. Et de là à interdire, légiférer sur le fait religieux, c'est là où on bascule de l'autre côté. Et
c'est la tentation de beaucoup. Donc je n'ai aucune réponse à vous donner, donc je suis désolé, ça existe. C'est certainement culturel, c'est sociétal, ce n'est pas de l'ordre de ce que le politique peut résoudre. Mais en même temps, si on n'entend pas cela, ceux qui pensent que la société peut se réguler elle-même, alors on aura fait que la partie du travail la plus facile entre nous. Voilà. Dans les arguments qui ont précédé la radicalisation de la laïcité, il y avait le fait qu'il y avait la crainte que dans les quartiers, les gens les plus religieux puissent imposer une norme aux gens qui ne l'étaient pas. Clairement, j'en ai discuté avec un monsieur qui s'appelle Patrick Veil, un vrai républicain qui pense la même chose aujourd'hui sur la folie anti-musulmane, et lui continue de défendre la loi de 2004 parce qu'il dit qu'elle a empêché les filles ne voulant pas porter le foulard d'être mises en minorité intellectuelle et d'être de facto contraintes par les filles portant le foulard. C'est sa justification. Donc la laïcité, c'était aussi d'empêcher les gens religieux de forcer les autres à devenir laïcs. Beaucoup d'intelligence permet d'éviter cela. Voilà. Et les lois servent à protéger les gens. Donc simplement, comment y arriver? Travailler entre nous et imposer la réalité sociétale, mais sans croire que la réalité sociétale, c'est le pays du bisounours. Ça ne l'est évidemment pas, mais vous savez mieux. Merci. Alors, 10 minutes, et on arrête. Donc, je prends. Il y avait une question de monsieur là-bas, et une question là-bas au fond. Voilà. Oui, je ne pourrais pas prendre toutes les questions, parce que c'est ça. Une question, oui, allez-y. Le micro. Vas-y, madame. Madame, excusez-moi. J'ai une mauvaise vue. Allez-y. Je pense qu'une des choses les plus importantes qu'a dit Audace tout à l'heure, c'est qu'effectivement la question. La question grave, c'est que la question de la laïcité telle qu'on a aujourd'hui sur la table a été en fait instrumentalisée par des intellectuels qui étaient aussi des antiracistes à un moment ou à un autre. Et que c'est pas la pauvrerie, quoi. C'est beaucoup plus grave que ça. Et je crois que c'est le point le plus important. Et surtout, pour dire qu'aujourd'hui, on est quand même dans une situation extrêmement dangereuse. C'est vrai qu'il faut essayer de vivre ensemble, mais extrêmement dangereuse, justement, parce que la laïcité, qui a été instrumentalisée comme ça par des gens qui étaient soi-disant imputés à un moment donné des antiracistes, aujourd'hui est un mot de code pour diaboliser une partie de la population et en faire de l'islam une espèce diaboliser l'islam et dire que les gens des quartiers qui sont des musulmans sont des classes dangereuses. Ce sont les Français, mais ils sont des classes dangereuses. C'est ce que nous sommes en train de vivre, qui est extrêmement dangereux, parce que ça rappelle ce qui s'est passé évidemment pour les Juifs avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire que ces gens-là sont évidemment des Français comme tout le monde, mais ils sont des classes dangereuses et un ennemi inférieur. Et je crois que c'est extrêmement grave qu'on arrive à cette situation-là. C'est l'expression que vous avez eue en disant qu'il faut nourrir les écailles devant les yeux, mais je crois que c'est une grave responsabilité, en tout cas de tous les antiracistes et des gens qui se réclament de la gauche et de l'extrême gauche. Voilà, c'est tout. Et je parle au nom de la LPA. Merci. Là-bas au fond, monsieur. Bonsoir. Je vais d'abord parler de moi, puis vous allez comprendre pourquoi. Je suis le fils d'un instituteur serment de la République, complètement laïcard. Je trouve qu'il a été présenté d'une façon, le camp laïque, d'une façon assez caricaturale. Car si on est laïque et qu'en même temps on est un intégrisme de laïcité, on n'a rien compris à la laïcité. C'est qu'en réalité, la question qui se pose à nous, c'est de combattre tous les intégrismes, y compris chez les laïcs. C'est-à-dire qu'il y a des intégrismes religieux,
on a très peu parlé aujourd'hui des intégristes chrétiens, ça existe, aussi bien dans les camps protestants, je pense au tout moment évangélique, que dans le camp catholique. Il y a des intégristes, effectivement, dans la religion juive, il y a des intégristes politiques. À un certain moment, le bolchevisme, le stalinisme, c'était un intégrisme. Et pour vous donner une espèce de leçon de vie, mon père en réalité était anarchiste. Mais je l'ai découvert que lorsque j'ai eu 20 ans et que je lui ai posé la question. Quand je lui ai dit, mais c'est bizarre, pourquoi tu ne l'as jamais dit? Il m'a dit, je suis contre tout prosélytisme. Maintenant que tu as découvert ça, on peut en parler. Donc, la conclusion de tout ce qu'on dit, et on arrivera peut-être à la société dont on reste tous ici, c'est de combattre tous les intégrismes, y compris les intégrismes laïques. Merci, M. Les deux dernières questions, une et une ici. Bonsoir. Merci à l'association des Marocains. J'aimerais parler de l'actualité, de ce qui s'est passé dernièrement. Ne pas en parler. Je voulais. Oui, en même temps, parce que oui. Excusez-moi. Je parlais donc du phénomène Dieudonné. On n'est pas trop là pour en parler ce soir, on avait compris de ne pas en parler. Je vais arriver à ma question. Je tiens à connaître déjà tout ce qui a été présenté, qui a été dit par Dieudonné. Dernièrement, on a pu voir M. Valls qui faisait un discours avec une équipe A, les résidents, les juifs. Le ministre de l'Intérieur et tous les juifs de France doivent porter leur kippa avec fierté. Ces propos n'ont pas été condamnés par le gouvernement. Alors, ma question c'est, est-ce qu'au sein même du gouvernement, on n'est pas en train de créer la division entre les Français? Je vois une dame, comme tout le monde a vu, une dame sur la place du Trocadéro qui se fait entourer par les CRS et qui se fait chasser avec ses enfants alors qu'elle porte le voile. Est-ce que nous, musulmans, on ne doit pas s'unir et combattre ce point-là? Et j'aimerais savoir quelle est votre position sur, monsieur, aussi bien Rachid que Claude, sur ce sujet-là, et savoir est-ce que cette situation-là ne va pas entraîner des débordements qui vont justement diviser plutôt que de rassembler la société? Merci pour votre question. Et une dernière, là-bas. Et par côté. À qui j'ai dit non? Tu l'as dit à moi. Il y a Lionel là, et c'est bon parce qu'on est obligé d'arrêter. C'est Miloud, au fond. C'est Miloud, excuse-moi, Miloud. Excuse-moi. Mais la dernière question à droite, là, et c'est bon. Bonsoir, c'est on n'entend pas. Vers l'année 2003 qui s'est arrivée, il y avait une fille qui a été sans père qui est à l'école, qui devait avoir à peu près 15 ans. Donc il y avait une physicienne qui a fait une polémique là-dessus, donc il y avait déjà à en parler. Et donc cette fille, donc voilée, partait à l'école. Maintenant, ça fait à peu près 13 ans. Okay. Si elle continue ses études, il doit avoir un droit. Et maintenant, si elle cherche un travail, elle ne pourra pas trouver un travail à cause de son droit. Et il y a une autre question aussi, c'est que pourquoi on s'intéresse plus sur les femmes musulmanes? Voilà. Merci. Je vais demander à Rachid et à Claude de donner les réponses et la synthèse, et en même temps de conclure. C'est un peu dommage, c'est toujours frustrant, parce que globalement, les questions étaient intéressantes, et plus que les questions, il y a eu un certain nombre d'apports de la part des gens qui sont intervenus pour compléter ce qui a été dit à la tribune. Pour le coup,
je remercie aussi, je remercie pas, mais je fais remarquer, et positivement, qu'il y avait un certain nombre de politiques qui étaient dans la salle et qu'ils ont su, effectivement, laisser la place au débat des citoyens perpignanais. Ils auront leur place dans les semaines qui viennent et ils auront l'occasion d'ouvrir les débats sur ces questions. Et c'est aussi intéressant. Voilà. Et donc, je laisse la place pour conclure à Rachid d'abord et à Claude ensuite, et moi je dirai tout rien. Pour votre conclusion, en même temps, j'essaierai de répondre un petit peu à la question qui a été évoquée tout à l'heure, à savoir où et qu'est-ce qui pose véritablement problème pour ce débat en France. Je parle bien en France. Et la question des intégrismes, qu'ils soient religieux, qu'ils soient idéologiques, qu'ils soient politiques aussi, c'est effectivement le nœud du problème. Parce que la question qui se pose, c'est pas du côté de la religion. Et en tant que sociologue des religions, je vous dis très franchement, ce n'est pas du tout, et ça n'a jamais été historiquement du côté de la religion que les choses ont systématiquement posé problème, du côté politique, c'est-à-dire des gens qui veulent le pouvoir et qui, au nom de la religion, vont instrumentaliser la religion, utiliser la religion pour conquérir le pouvoir. Donc c'est cette instrumentalisation de la religion qui pose véritablement problème. Et vous avez effectivement des fondamentalistes, des islamistes, tout ce que vous voulez, vous les appelez comme vous voulez, je l'ai dit tout à l'heure, qui veulent imposer leur mode de société. Tout comme on l'a dit également sur les laïcs. Les laïcs qui veulent qu'un petit enfant, moi je veux bien qu'un enfant ne mange pas du cochon, pour que l'enfant fasse la prière, pour que l'enfant ait la mosquée. Mais je ne dis pas à lui imposer, donc de quoi je veux faire du prosélytisme pour cela. Tout comme un laïc n'a pas à vouloir qu'un enfant veuille manger du cochon, qu'il ne fasse pas la prière, qu'il ne veuille pas la mosquée. Ce sont des questions de liberté. Ce sont véritablement, c'est la liberté face à l'obscurantisme, c'est la liberté face à l'intégrisme, de toutes les couleurs, de toutes les religions, de toutes les ethnies, de tout ce que vous voulez. C'est ce dogmatisme-là qu'il faut pouvoir combattre. Et la femme, justement, elle a bon dos parce qu'elle accumule, elle a toujours été historiquement un objet de pouvoir. On contrôle le corps de la femme, on contrôle la société, on contrôle les familles, on contrôle etc. Il faut laisser maintenant une femme le droit de s'activer comme elle veut, Je vais essayer de répondre à la question qui partait de Dieudonné. Parce qu'il y a eu un passage de Dieudonné dans cette liste qui s'est mal passé, je crois. Le sujet n'est pas est-ce que la République a eu tort de fracasser Dieudonné. La République a parfaitement eu raison de fracasser un type qui se promenait dans le spectacle en faisant des blagues sur la Shoah. Le sujet est autre. Au mois de mars dernier, sur un site internet, un journal internet, qui s'appelle Boulevard Voltaire, qui a été lancé par le journaliste Robert Ménard, aujourd'hui candidat national à Béziers, pas loin d'ici. Une dame qui s'appelle Madame Tassin, théâtricienne, qui est une des animatrices du réseau Riposte Laïque, dont on a parlé un petit peu, qui est un des réseaux qui développe l'idée selon laquelle l'islam devrait être éradiqué pour que la République survive. Cette dame, Madame Tassin, a écrit un texte pour dire ce que serait sa France idéale, et sa France idéale serait une France où les mosquées seraient interdites, le foulard serait interdit, le Coran serait interdit, écrivait-elle, et si jamais des musulmans n'étaient pas contents et manifestaient, alors, ajoutait Madame Tassin, l'armée devrait tirer dans le tas. À ma connaissance, eh bien, Christiane Taubira, garde des Sceaux, le pouvoir sur le parquet, soit un personnage insoupçonnable, aucune action judiciaire n'a été entreprise contre Madame Tassin, contre le site de Robert Ménard. Donc le sujet n'est pas est-ce qu'il fallait fracasser Dieudonné. Il fallait fracasser Dieudonné, la République a mis beaucoup de temps avant le faire. Le sujet est pourquoi Madame Tassin n'a pas encore été traduite devant les tribunaux, pourquoi le site de Robert Ménard n'a pas été traîné en justice. En d'autres termes, pourquoi ce que fait la République, et à juste titre, ça peut s'expliquer historiquement, en matière d'antisémitisme, pourquoi ce que fait la classe politique, et à juste titre, quand Christiane Taubira est insultée en raison de sa couleur de peau et au montant des bananes, pourquoi y a-t-il cette réalité, ce sentiment que, en matière d'agression contre les musulmans, alors on est sous la main? C'est ça le sujet. Pas Dieudonné, pas l'indignation après les bananes brandie à Madame Taubira. L'idée que le site Riposte Laïque n'est pas encore
été interdits, ou en tout cas attaqués judiciairement? La réponse se situe dans tout ce qu'on a dit. À un moment donné, il y a eu confusion entre la défense de la République et la méfiance envers l'islam. Et quand ce sont des dingues, des haineux qui s'emparent de ce qui est un débat de salon, où des lois sont toutes contrôlées, alors il y a un retard à l'allumage. Pour parler du ministre de l'Intérieur, de manière très intéressante, quand il y a des agressions physiques contre des musulmans, des musulmanes, en l'occurrence c'est-à-dire dans la rue, la police sera là. Parce que l'État français est capable de se vivre comme protecteur d'une minorité. La phrase de Manuel Valls sur la kippa faisait suite à l'agression de jeunes juifs portant la kippa dans la rue. C'était en ce sens-là qu'il le disait. Quand il y a eu des agressions contre des musulmanes l'été dernier, notamment à Argenteuil, si je ne dis pas de bêtises, Manuel Valls a eu cette phrase qu'il utilise parfois, que d'autres ministres ont utilisé avant lui, à propos des juifs. Il dit souvent, les politiques, quand on attaque un juif, c'est la République qui est attaquée. Donc logiquement, après un long retard, parce qu'en 2001-2002, quand des juifs se faisaient attaquer, la République ne bougeait pas, mais c'est lui. Et donc, quand un juif se fait attaquer, disent les ministres, c'est la République qui est attaquée. Manuel Valls, dans une interview, a dit exactement la même chose. Quand un musulman est attaqué, c'est la République qui est attaquée. Et donc, si les musulmans n'étaient qu'une minorité agressée par des fascistes, s'ils se réintégraient dans l'histoire que je racontais, celle de l'antiracisme des 80, alors je n'ai aucun doute, la police serait là. Mais les musulmans, vus de l'idéologie républicaine, ne sont pas que cela. Ils sont des gens qui réaffirment un fait religieux dans une France qui a été l'habitude de son expression. Je ne vais pas refaire tout le débat. Et donc il y a une contradiction entre cette idée de la protection et l'idée de la reconnaissance impossible de la diversité sociétale. L'idéologie républicaine, c'est cela. On protège les gens, mais on ne reconnaît pas comme un droit absolu le droit à la diversité, à l'individualité, en dépit même d'une affirmation religieuse prononcée. C'est pour ça que le combat est culturel. Et que croire que l'actuel ministre de l'Intérieur n'est pas un républicain est une erreur absolue. C'est un ami personnel avec lequel je suis en désaccord sur certains sujets, et Rome notamment, mais c'est un ami personnel dont j'ai pu éprouver la fidélité. C'est un véritable homme de gauche, un véritable républicain. Mais il s'inscrit dans cette incapacité républicaine aujourd'hui à penser, admettre la complexité de la société et donc l'individualité et la laïcité politique, comme je disais, de personnes, notamment musulmanes, très religieuses. Et le bug et le décalage se situent là, pas dans un quelconque complot, dans un quelconque favoritisme. La question d'antisémitisme, et là j'en terminerai vraiment puisqu'on est revenu à cette république, est quelque chose qui touche directement à la reconstruction de la République après-guerre, puisque l'État français, à l'époque du régime de Vichy, participe à la solution finale. Et vous voyez des policiers français, des gendarmes français emmener des gens dans des camps, garder des camps de Roissy, des juges français appliquer les lois raciales, etc. Et donc, l'espèce de tabou absolu concernant l'antisémitisme témoigne de cette peur panique de voir la République rebasculer. Et cette tâche de notre histoire politique. Ce qui a trait à l'islam n'est pas porteur de la même charge historique. Ce qui a trait au racisme anti-noir, parce que la France a été un pays esclavagiste, peut s'apparenter. C'est pour cela que nous se mobilise autour de Tobia. La question de l'islam ne s'inscrit pas dans la même histoire. Elle s'inscrit dans le défi qui nous est posé de manière permanente d'accepter que ce pays se transforme en restant pour autant le même. Que les valeurs de liberté, d'égalité, de tolérance prédominent l'idée de la ressemblance qui jusque-là présidait à la République. Diversité, tolérance, individualité sont pour l'instant des valeurs qui relèvent plus des démocraties anglo-saxonnes que des valeurs de la République française, où l'on prenait la ressemblance. C'est ce saut culturel-là qu'il faut parvenir à réaliser. Et sortir à tout prix des fantasmes, des explications par mensonge. Et ce combat culturel sera, encore une fois, c'est là où je
expliquer ma part de pessimisme extrêmement long. Ce que j'ai vécu ce soir avec vous, ce que m'a permis de vivre Yamina, dément mon pessimisme, et de ce point de vue-là, je n'ai certainement pas perdu ma soirée. Merci. C'est à vous pour revenir. Alors moi non plus, je n'ai pas perdu ma soirée, parce que je vous remercie beaucoup. Et notre metteur en scène Abdou, je peux lui dire de tout, s'il te plaît. Je voulais vous faire un cadeau pour votre gentillesse, et parce que vous êtes venu me voir à Perpignan. Comme c'est un artiste, il a beaucoup de talent. Alors, très simple, très gentil, beaucoup de patience. On a pu les préciser, je ne sais pas si on pourra le voir, c'est pas très long. Et quand tu dis que j'ai beaucoup de talent, je vérifie là, ça fait problème. Mon cher Claude, je sais que je peux faire, je fais plein de choses dans le domaine de l'art. Je ne sais pas faire autre chose que ça. Donc c'est un grand plaisir pour moi de participer à cet événement. Je remercie Yamina qui a eu cette idée donc, de m'inviter à participer à la préparation. J'ai eu beaucoup de joie pendant un mois à répéter avec les filles, à monter ce que vous avez vu. C'est la plupart qui n'ont jamais été sur scène, n'ont jamais fait de théâtre ni chanté, mais on a quand même réussi à présenter quelque chose peut-être qui est présentable. Merci pour toutes les filles, merci l'association. Alors, Claude, ça, ce qui est sur le tableau, c'est l'Am Alif. L'Am Alif, tu dis là. Non, 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 non. Je sais que toi, plusieurs fois, tu as dit non, 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 non. Et je te dis non, s'il te plaît, n'oublie pas Perpignan. Voilà. Je vous invite à aller en particulier Cindy, qui a talent bébé la voir et qui est là depuis longtemps. Alors